Vous allez penser que non, des sirènes existent bien dans les légendes nordiques. Oui, en effet, mais de manière beaucoup plus tardive. Écoutons ce que disent les textes sur ces autres légendes. Dans la mythologie scandinave et nord-germanique, un monstre marin, appelé Margir, est une créature toujours pisciforme. Elle symbolise l'anima, la partie féminine de la psyché masculine. En Écosse ou en Irlande, cette créature est appelée Merrows. La queue de la créature est couverte d'écailles verdâtres et ses cheveux sont tissés avec des algues vertes. Les doigts de la main étaient légèrement palmés. En Bretagne, elle s'appelle Marie Morgane. Mais nous sommes dans des légendes assez récentes, issues pratiquement du Moyen-Âge. Le mythe s'est déjà transformé. Regardons chez les Slaves, les Rusalki, l'équivalent de Mélusine, la Vouivre, la Nyx en Germanie. Une Rusalka représente l'âme d'un enfant non baptisé ou d'une jeune fille noyée. Autour du Danube, les Villes ou Villées sont des Rusalki charmantes vêtues de robes de brume, psalmodiant des chants envoûtants. Au nord de la Russie, elles sont laides, nues et tendent une embuscade aux humains, principalement aux hommes. Au début de l'été, pendant la semaine des Rusalki, les nymphes sont censées sortir de l'eau, grimper dans les saules pleureurs ou les bouleaux jusqu'à la nuit, danser en cercle au clair de lune. Après cette semaine, l'herbe devient plus épaisse. Mais les Slaves les associent à la renaissance, la fertilité. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'elles sont considérées comme maléfiques. À l'origine, elles apportent l'eau du printemps pour les cultures en transférant l'humidité vivifiante dans les champs. À cela, on peut ajouter les Selki et les Finnfolk. Les Selki sont des créatures douces, capables de se transformer en phoques ou en humains gracieux. Pour changer de forme, elles devaient ôter leur peau de phoque, dans lesquelles résident des pouvoirs magiques de métamorphose et d'adaptation au milieu marin. Si une peau était perdue ou volée, la créature était donc condamnée à rester humaine. À noter que dans la langue anglaise, mermaid veut dire femme-poisson et siren veut dire femme-oiseau. On pourrait aussi citer Mila-Lobo, un triton de l'archipel de Chiloé au sud du Chili, un homme mi-lion de mer mi-humain. Là, les figures divines prennent soin de l'océan, avec un panthéon composé d'un roi, d'un prince triton, d'une reine humaine et de 2 princesses pisciformes. Ce royaume était dédié à sauver les âmes noyées en mer et les emmener sur un navire mythique, pour qu'une fois revenus à la vie, ils œuvrent comme membres d'équipage d'un navire dévoué aux esprits de l'eau. On retrouve donc avant l'heure un intérêt pour les consommations raisonnées et la préservation des océans. Mais on peut également citer en Afrique la femme poisson appelée Mimiwata, dans les Caraïbes et au Brésil, Yemanja, et en Chine c'est Jingde, en Indonésie Puteri Duyung, au Japon Nyungyo. Toutes les histoires ne peuvent être détaillées ici, mais cherchez à comprendre ce qui a produit la requalification des femmes oiseaux, les sirènes, en femmes poissons menaçant les hommes et les marins. Mais toutes les légendes autour des femmes pisciformes perdent leur sens et leur contenu jusqu'à peu près en l'an 1000. Les femmes des eaux deviennent fortement liées à la sensualité, à des créatures tentatrices. Elle est citée dans l'Edda, le livre de la mythologie nordique daté de 1220, et ces représentations de Néréides grecques et de sirènes nordiques vont cohabiter à peu près jusqu'au XVe siècle. Dans cette période de l'histoire, Christophe Colomb dira avoir croisé 3 femmes poissons près de Saint-Domingue. Au XVIe siècle, on expose des restes de sirènes dans les cours, par exemple. Mais c'est en 1835 que l'inconscient collectif va définitivement définir cette image de sirène en femme poisson, avec le conte d'Andersen, La Petite Sirène, bien sûr. Et dès lors, au XIXe siècle, des cabinets de curiosité exposent des squelettes de sirènes qui, bien sûr, sont totalement faux. Mais alors, doit-on dire sirène, nymphe des eaux, néréide ou naïade ? Plusieurs noms les catégorisent. Il paraît important aujourd'hui de relier ces lois de la nature, connues depuis les temps anciens, dans un monde industrialisé qui s'oriente vers l'écologie. Les anciens
avaient bien avant nous réussi à indiquer des espaces aquatiques avec des vertus, des qualités, indiqués par des symboles, des statues, des bas-reliefs, des peintures et des légendes orales pour la plupart. C'est une source de savoir non négligeable qui permettrait d'identifier les bonnes ressources et au minimum de comprendre ce raisonnement profondément respectueux des diverses richesses naturelles à mieux conscientiser. Alors, qui sont ces nymphes des eaux ? Tout d'abord, les naïades sont les filles de Zeus, exclusivement associées aux eaux douces. Certaines sont dédiées aux fontaines, les crénées, les éléades sont dédiées aux marais et aux marécages, les limnades aux lacs, les pégées aux sources, les potamides aux rivières et aux fleuves. On retrouve par exemple en naïade Harmonia, qui est la compagne du dieu Arès et la première femme amazone. Les Océanides, elles, sont les filles d'Océanos et de Thétis. Elles sont 3000, chacune chargée de surveiller un fleuve, un lac, un cours d'eau souterrain, des fonds marins, comme des gardiennes des lieux inaccessibles. Quant aux Néréides, elles sont les 50 filles de l'Océanide Doris. Elles incarnent le mouvement des vagues, les différents états de la mer. Ce sont des esprits, créatures ou divinités bienveillantes, représentées en jeunes femmes coiffées de perles qui vivent dans les fonds marins et se déplacent avec les dauphins ou les chevaux marins, les hippocampes. Leur voix magnifique dispense des chants seulement pour le père Nérée qui protège les marins. Elles étaient honorées par beaucoup de marins dans les ports de l'Antiquité. Alors nous pourrions détailler tous ces aspects dans un livre entier. Ce que l'on comprend, c'est que toutes ces nymphes étaient avant tout douces, protectrices, aidant soit l'homme, soit préservant le milieu aquatique. Nous l'avons compris, le mythe s'est emparé de qualités contraires à partir du Moyen-Âge. Période judéo-chrétienne, patriarcale, qui assimile la femme à des forces négatives. Les sirènes ailées ont disparu, pourtant elles s'assimilent aux forces élémentaires archaïques. Rappelons-le, elles étaient de simples mortels dédiés au cycle de la nature. Elles demandent aux dieux d'avoir des ailes pour sauver les saisons. Circé les oblige à sauter les plumes pour rester sur terre. Elle les repositionne en simples mortels. Revenons aux nymphes des eaux, aux Néréides, aux Océanides. Elles savent dompter les flots, les tempêtes, faisant directement écho à la puissance des sentiments, à l'émotivité, au jeu, aux pulsions. Elles sont décrites comme calmes, dociles, mais peuvent aussi tout détruire sur leur passage, comme l'énergie de l'eau, les crues, l'émotion débordante, le féminin. Elles vivent seules, se rassemblent en cercle de femmes et n'appartiennent à aucun homme. Elles sont libres et forcément, au Moyen-Âge, ça fait peur. On les requalifie alors de tentatrices, attachées au physique, à leur beauté. Les artistes les représentent avec un miroir à la main, symbole d'attachement à l'apparence, mais aussi objet prophétique. La nymphe est lascive, elle se prélasse sur des rochers en attendant les marins. Elles prennent encore des traits sournois, un féminin désœuvré, attaché au physique, à la séduction. Elles désorientent l'homme, l'empêchent de rester sur le droit chemin et à tenir son cap. Rattachée également étroitement à la mort, puisque son chant l'annonce. Mais décryptons un peu ce détournement du sens premier des nymphes des eaux, nommées à tort des sirènes. Après l'uniformisation des cultes par Alexandre le Grand, à partir du 1er siècle, nous l'avons vu, les récits s'adaptent à une pensée beaucoup plus patriarcale, associant également une Ève tentatrice qui n'est donc plus la seule femme tentante de l'histoire. Alors oui, les mythes semblent s'égarer ou volontairement transformer des croyances déjà bien établies, peut-être pour atténuer des forces, des puissances, des capacités purement féminines, j'entends loin de penchants séducteurs ou d'une superficialité volontairement véhiculée. Les femmes ailées blessées, une Scylla joueuse avec les dauphins, punie et métamorphosée en nymphes des eaux, des Néréides, naïades océanides bienveillantes. Nous passons à des sirènes qui immanquablement veulent attirer les hommes, les marins, le masculin dans le fond des eaux. Pourtant, nous l'avons remarqué, l'origine des mythes nous raconte tout le contraire. Toutes ces créatures ont des fonctions différentes selon la qualité des eaux. Et surtout, elles aident et protègent les marins, les hommes qui remontent les fleuves, les cours d'eau, les océans.
Alors ne pourrait-on pas y voir que le féminin aquatique montre le chemin à l'homme pour qu'il sorte de la matrice, du liquide amniotique, du ventre de sa mère? Les nymphes sont non seulement protectrices du monde aquatique, mais peut-être qu'elles aident le masculin à naviguer en tant qu'homme dans la vie, vers un cap, sans retourner dans le giron des eaux maternelles. C'est une toute autre histoire. Bien sûr, le basculement du Moyen-Âge nous montre que les rassemblements de femmes autour de savoirs plus profonds, du liquide amniotique par exemple, autour de chants liés à l'eau, autour de bains rituels, effraient le monde de l'homme qui tente de s'approprier, de conserver pour lui tous les privilèges des sciences ancestrales. Il estompe les déesses féminines, les vieux fondements d'origine de nos sociétés, des connaissances sur l'équilibre de la nature, sur l'équilibre du féminin masculin, pour en faire quoi? Une sirène nonchalante et tentatrice. Il est donc primordial de savoir, de regarder la nature autrement, comme les anciens, de repérer les différentes eaux, les lacs, ruisseaux, sources souterraines. Toutes ont des gardiennes aux fonctions bien particulières. Ces légendes nous transmettent des savoirs à prendre en considération. La femme ailée est une sirène, mais la femme pisciforme est une nymphe des eaux, une néride, une naïade, une océanide. Toutes communiquent par les voies aquatiques et toutes facilitent le chemin du masculin pour qu'il devienne un homme maître de son navire, respectueux des ressources naturelles. J'espère que vous pourrez distinguer dans les symboles qui sont autour de nous ou même dans les lieux les plus anciens, peut-être même certaines églises qui ont des représentations de femmes poissons, qui œuvrent symboliquement pour la nature et la régénération, la purification, mais également qui sont l'équilibre nécessaire, en tout cas je pense aujourd'hui, à rétablir entre le féminin et le masculin. Maintenant, vous savez.